Bonjour pour ce Michel Midi spécial. Je vous avais annoncé qu'on allait faire une pause jusqu'à la rentrée pour un peu se reposer, recharger les batteries pour d'autres tâches. Eh bien non. Finalement, on fait un spécial aujourd'hui, un dimanche, avec quelqu'un d'abominable que je dois absolument vous présenter, Étienne Chouard. On en parle énormément en bien et en mal. Alors c'est vraiment fascinant parce que si vous regardez les médias français, si vous faites par exemple, comme moi je fais de temps en temps quand je suis un sujet, une alerte Google, Étienne Chouard, c'est un monstre. C'est vraiment un antisémite, extrême droite, un prometteur, un irréel. Enfin, c'est vraiment tous les défauts. C'est un monstre. Et de l'autre côté, près des Gilets jaunes, c'est au contraire quelqu'un qui est devenu très écouté, une référence, quelqu'un dont on écoute les propositions, quelqu'un qui est aussi dans la pratique, sur le terrain. Il m'expliquait auprès de tous les barrages. Bon, il a encore l'âge pour ça. Pour moi, ce serait un peu plus fatigant, mais et c'est une expérience absolument extraordinaire. Donc voilà, j'ai voulu aujourd'hui donner la parole à quelqu'un qui, selon les uns, est formidable, selon les autres, formidable. Et on va analyser pourquoi. Deux mots pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Étienne Chouard est un prof. Il est prof de droit, d'économie dans un lycée à Marseille. Mais ce qu'il a fait connaître du grand public, c'est en 2005, souvenez-vous, quand Sarkozy préparait un référendum. C'était Chirac à l'époque. C'était Chirac, pardon, préparait un référendum pour la Constitution européenne. Tous les médias, tous les partis politiques disaient il faut voter, c'est bien, c'est le progrès, c'est l'unification, c'est le bonheur. Et il y a comme ça 2-3 personnes, et surtout Étienne, qui, du fin fond de la France, ont dit attention, j'ai lu ce texte, il est horrible, il est antisocial, il est antidémocratique. Et donc on est arrivé avec quelque chose de très spécial, c'est que face à toute la France officielle et médiatique, un ou deux hommes comme ça ont réussi par une campagne de longue haleine, par de la pédagogie, des informations, à faire basculer, et finalement la Constitution a été refusée. Je parlais de Sarkozy parce qu'il a réussi à la réintroduire par la fenêtre après, mais moralement, ça a été une victoire exceptionnelle qui a montré justement l'impact que le peuple pouvait avoir, l'impact que les lanceurs d'alerte pouvaient avoir. Mais on était Et donc, pas quelques-uns, on était des centaines de milliers. Il y avait les gens d'attaque, il y avait des gens de gauche bien et de fort. droite. Alors, je Il y avait signale des gens de gauche et de que droite. j'ai demandé à Étienne de parler plus fort. On a eu parfois des gens qui disaient qu'on avait du mal à nous capter. On vient donc de nous installer un bon micro, mais il va falloir parler plus fort que si tu parlais juste à moi. Donc, vous n'étiez pas tout seul. On n'était pas tout seul. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées parce que il y avait une possibilité de changer les choses. Et ça mobilise les gens. Des gens qui faisaient pas de politique, comme moi, je faisais pas de politique, se sont réveillés et se sont mis à se bagarrer. Ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose de particulier, mais au milieu d'un océan de résistance. La population résistait malgré le tsunami médiatique pour le oui. Et on résistait dans les soutes, dans les culs de basse-fosse. Nous étions le peuple à grouiller, à tempêter contre ce texte que nous lisions. Et je pense que les nonistes, c'est comme ça qu'on appelait les gens qui défendaient le non, étaient mieux renseignés, lisaient plus le texte que les ouïistes. Les ouïistes, c'est ceux qui appelaient à voter oui. Et souvent, les ouïistes, en fait, tout le monde avait l'impression de défendre le bien commun, comme d'habitude. Hein. Les gens de gauche, les gens de droite, les gens pour la Constitution européenne, les gens contre la Constitution européenne, nous avions tous, bien sûr, l'impression de servir le bien commun. Mais donc on s'empaillait, mais les ouïistes, en fait, je pense, faisaient moins d'efforts pour lire le texte parce qu'il leur suffisait d'aller dans le sens des médias, du mainstream, et donc ils n'avaient pas besoin de le lire. Alors que nous, pour montrer que le mainstream était erroné, il fallait qu'on lise. Et donc on était, je pense, mieux renseignés quand même. Peut-être. Oui, il y a effectivement eu un énorme travail d'analyse d'information. On va en venir à l'actualité. Les Gilets jaunes, le pouvoir, je pense, avait l'impression que ça allait se calmer, ça allait être Noël, tout le monde est gentil et rentre à la maison. Pas du tout. Et donc, pourquoi est-ce que ce mouvement est si important Alors, de mon point de vue, c'est un mouvement qui est à la fois historique, il a des caractéristiques jamais vues, ou en tout cas tellement rares que vraiment ça mérite d'être souligné, et exemplaire. C'est-à-dire que de mon point de vue, les Gilets jaunes font ce que nous devrions tous faire.
Ils sortent exaspérés par les injustices sociales, qui vraiment, cette fois-ci, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est une histoire de prix de l'essence qui pousse l'exaspération à son comble, mais en fait, l'exaspération, elle est ancienne. Et exaspérés par les injustices, ils sortent de chez eux, et nous devrions tous faire ça. Ils se retrouvent sur des places publiques, et nous devrions tous faire ça. Ils refont société. Ils découvrent qu'ils n'étaient pas seuls à être pauvres. Il y a plein de gens très pauvres là, des gens qui vivent avec des sommes dérisoires. Et ils nous disent, parce qu'ils le disent, ça on le voit souvent, ils disent nous avions honte d'être pauvres et nous pensions que nous étions peu nombreux, et en sortant sur les places publiques, nous apercevons que nous sommes très nombreux, et la honte disparaît, se transforme en colère. Et nous devrions tous faire ça. Mais les points importants arrivent après. C'est quand même important de souligner ça une minute, parce que c'est traité dans les médias comme un phénomène parmi d'autres. On en parle, ça a été à la mode. Maintenant, on essaye un peu de le dire qu'il devrait se calmer. Or, justement, tu es en train de dire que c'est le peuple terrible, qui est dans la rue et qui prend le sort en main. Un énorme carburant d'injustice, d'injustice vécue dans nos tripes, et qui pousse à rester dehors. Hein. Et surtout le fait de découvrir qu'on est... Cette idée du gilet jaune très voyant, et comme un étendard posé sur les plabords des voitures, c'est une très bonne idée, ça permet très vite de nous compter, et ça rend le truc explosif, parce que c'est tout ce que nous attendions. Nous avons besoin de savoir que nous sommes nombreux pour nous mobiliser, parce que si on est nombreux, il peut se passer quelque chose. Mais dans les caractéristiques, je trouve, historiques et très prometteuses, il y a... comment dire ça ? Il y a la volonté farouche de ne pas montrer les drapeaux habituels. Moi, je dis, avec mes mots à moi, je dis législatif, c'est-à-dire que la politique politicienne, ils en sont dégoûtés. Et ils disent, avec leurs mots à eux, ils disent, on veut pas de politique, on veut plus entendre parler de politique. En fait, je pense qu'ils veulent dire politiciens. On s'est tellement fait tromper par les politiciens que ça va, on veut plus voir de syndicalistes, de politiciens. Les représentants nous ont trop trompés. Et donc, ils disent, ne venez pas chez nous avec des drapeaux syndicaux ou politiciens, on veut pas en voir. Et ça donne la possibilité, à mon avis historique et puissante, d'un mouvement unitaire. C'est-à-dire que, bien sûr, ils savent qu'ils sont divisés, qu'ils ne sont pas les mêmes, qu'ils ont des conflits entre eux, mais là, pour se bagarrer, ils savent qu'il faut qu'ils soient unitaires. Et ils le sont, ils arrivent à ça. C'est-à-dire quand il y en a un à qui ça échappe, et il dit de quel bord il est, et on lui dit tout de suite, on a dit qu'on ne parlait pas de politique politicienne, remballe ton drapeau, et il s'en aperçoit, il le remballe. Et je crois que c'est une des puissances du mouvement, c'est d'être unitaire. Mais c'est pas tout. Ces gens-là, en sortant de chez eux avec plein de revendications, des choses, ayant identifié ce qui ne va pas, comme tous les peuples du monde qui s'insurgent, commencent par réclamer des décisions, ce que moi j'appelle législatives, parce que moi je distingue, c'est une des caractéristiques de l'analyse que je fais, je distingue nos différences législatives et nos différences constituantes, et notre cause commune constituante, parce qu'il y a beaucoup moins de différences au niveau constituant. J'y reviendrai dans un instant. Mais donc, poussés dehors par l'exaspération, ils revendiquent, parce que nous n'avons que ça, nous sommes dans une prison politique dans laquelle c'est pas nous qui décidons les lois, c'est des élus, donc c'est des gens qui sont portés au-dessus de nous par la procédure de l'élection et qui votent toutes les lois. Nous ne votons rien, nous élisons. Élire, c'est renoncer à voter, c'est ne rien décider. Cette procédure nous infantilise, je n'ai pas le temps de développer ça, mais donc par habitude de nos conversations législatives, nous sommes portés à revendiquer, ils appellent ça des doléances, et donc ils ont produit au bout de même pas une semaine, peut-être une semaine, ils ont produit une liste de doléances. Alors des doléances... C'est les fameuses 42 revendications. Revendications, voilà, oui, tout à fait. Qui sont tout à fait présentables, oui, tout à fait, qui sont correctement ciblées, les lois dont nous aurions besoin. En tout cas, les premières lois dont nous aurions besoin. Il en manque, mais elles sont déjà très bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, moi, ce sur quoi j'insiste, c'est sur le fait que ces doléances sont, par construction, des requêtes vers
des êtres supérieurs qui sont les seuls qui décident. Ce sont des enfants qui demandent à leurs parents « Soyez moins cruels, donnez-nous un peu plus de salaire, infligez-nous un peu moins d'impôts, arrêtez de détruire les hôpitaux, etc. » Et à mon avis, demander à nos maîtres d'être moins cruels va comme résultat d'avoir quelques-unes des requêtes qui vont être satisfaites, mais on va rester dans notre impuissance politique. Oui, pour se débarrasser des troubles, nos maîtres vont accepter peut-être une augmentation du SMIC, peut-être, et encore, vous avez vu, elle est factice, parce qu'ils sont vraiment radins, ils vont accepter de satisfaire une ou deux de ces revendications les moins pénibles pour eux, et puis nous serons priés de rentrer chez nous. Mais ce que je vois dans les listes des revendications, je vois quelque chose dans la liste, il y a une ligne qui brille comme une étoile, comme une pépite d'or, qui s'appelle le référendum d'initiative citoyenne. Alors là, on n'est plus du tout dans les requêtes législatives, on n'est plus du tout dans une des lois qu'il nous faudrait, on est dans la manière d'écrire les lois, et plus que ça, on est dans le rôle que joue le peuple, dans l'initiative et dans le vote lui-même des lois. Donc là, il faut comprendre que et c'est ça que j'ai dit tout de suite, quand je me suis aperçu de ça, j'ai pas percuté tout de suite sur ce mouvement. J'ai vu une révolte et que je trouvais mal ciblée parce que on était que sur les conséquences législatives, on était même sur l'augmentation du prix de l'essence, alors que les bandits qui nous gouvernent étaient en train de détruire la sécurité sociale, détruire le droit du travail, vendre les services publics, vendre les biens publics, les barrages à leurs copains mafieux. Enfin, je veux dire, la liste est longue comme un jour sans pain, des choses très graves. Et là, je me désespérais de voir le peuple ne pas réagir à tous ces crimes. Et je les vois sortir de chez eux pour quelques centimes d'essence. J'ai pas prêté attention à ce mouvement. J'ai pas compris ce qui est en train de se passer. Mais au bout d'une semaine, quand j'ai vu dans la liste des doléances qu'il y avait référendum d'initiative populaire, j'ai dit attends, là, il y a un truc qui est en train de se passer. Donc l'idée, c'est pas toi qui leur a soufflé, pas du tout. C'est venu d'eux-mêmes. Mais oui, mais bien sûr, le référendum d'initiative populaire, c'est une vieille requête. Condorcet la défendait très bien. Qui était Condorcet parce que 18e siècle, un des penseurs du 18e siècle au moment de la Révolution française. C'est le dernier des Lumières qui était encore vivant à cette époque-là. Rousseau, Voltaire, tous ces gens étaient morts. Donc, Condorcet, c'est une des âmes de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme, de phrases importantes comme une génération ne peut pas asservir à ses lois les générations futures. C'est un penseur important. Et ce gars-là défendait magnifiquement le référendum d'initiative populaire. Il faut que je publie un billet là-dessus parce qu'il y a vraiment un très bon travail de chercheur sur cette vieille. Donc, c'est pas du tout moi qui ai inventé. C'est une blague de faire croire que je suis le père du référendum. C'est absolument bien, pas le cas. Étienne, avec enthousiasme, tu as déjà abordé différents thèmes et moi j'ai envie qu'on les creuse un petit peu plus parce que on s'adresse aussi à des gens qui sont pas forcément familiers avec ta démarche. On essaye de toucher de nouveaux publics qui ne sont pas forcément bien informés sur les gilets jaunes, c'est pas par la télé en tout cas. Et donc j'ai envie justement d'expliquer les choses une par une. Et la première, tu as parlé de ces revendications sociales. J'ai envie de présenter 2-3 images que m'ont envoyé des internautes qui nous suivent et de commencer par celle-ci par exemple. Obélix avec un gilet jaune en train de secouer Macron en lui disant « Quand on te dit, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir bouffer jusqu'à la fin du mois, c'est quoi le mot que tu comprends pas? Ça t'inspire quoi ?» Alors, ça, c'est ce que disaient les Gilets jaunes au début, les premiers jours. Mais quand ils ont compris que dans la liste de leurs revendications, ce référendum d'initiative populaire était la clé d'accès à toutes les revendications, à coup sûr, puisque c'est eux qui allaient décider, c'est eux qui allaient devenir législateurs, et à bien d'autres encore qu'ils avaient oublié de mettre dans leur liste, ils se sont dit, et quand je leur dis, mais vous devriez faire de ça une priorité, puisque ça va vous donner l'accès à toutes vos revendications. Si vous devenez puissant politiquement, ce qui nous manque, la cause commune des humains sur Terre, la cause commune des damnés de la Terre, partout sur Terre, c'est notre impuissance politique. Et pour sortir de notre impuissance politique, il faut que nous apprenions à instituer nous-mêmes cette puissance. Et ce que j'étais en train de te dire, c'est que, découvrant le RIC, en faisant une priorité,
Ils se sont aperçus, je le souligne, et ils comprennent ça à toute vitesse, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça se répand. J'ai souligné l'idée que si nous n'avons pas aujourd'hui le référendum d'initiative populaire, c'est pas une impossibilité technique ou divine qui viendrait du ciel. C'est parce que ceux qui écrivent les règles aujourd'hui, ceux qui écrivent la Constitution, ont intérêt. Donc la Constitution, c'est un tout petit texte que nous devrions avoir sur nous. Mais dans la Constitution, nous sommes absents. Mais nous sommes absents parce que ceux qui l'écrivent veulent pas qu'on y soit. Et s'il n'y a pas le référendum d'initiative populaire là-dedans, c'est parce que les constituants sont les élus, les professionnels de la politique, les représentants. Pour l'instant, les règles de la représentation sont écrites par les représentants. C'est pour ça qu'on l'a pas. Donc mais ça sert à rien. Dans les constitutions, est-ce qu'il n'y a pas des phrases du genre « la souveraineté appartient au peuple » ? Oui, mais juste après, il y a l'arnaque qui consiste à dire donc la souveraineté appartient au peuple, super. Qui l'exerce, super. Par ses représentants. Si tu lis trop vite, tu t'en aperçois pas. Si tu t'arrêtes, tu dis si c'est les représentants qui l'exercent, c'est pas lui. Et donc c'est une arnaque en fait. C'est tout un art d'écrire une fausse constitution qui ressemble à une vraie. Ce que j'étais en train de te dire, c'est que le référendum d'initiative populaire, nous ne l'avons pas parce que ceux qui écrivent les institutions ont un intérêt personnel à instituer leur puissance et notre impuissance. Et que donc, si on met dans la liste des revendications, donnez-nous aussi le référendum d'initiative populaire, nous ne l'aurons jamais. Nous aurons un faux référendum dans lequel il y aura toutes sortes de barrages. Alors, il y aura un Conseil d'État qui pourra mettre son veto, il y aura un Conseil constitutionnel qui pourra mettre son veto, il y aura toutes sortes de domaines comme les domaines fiscaux, toutes sortes de domaines qui nous seront interdits. Et peut-être aussi le point qui pose les questions. L'initiative, évidemment, la vraie initiative, voilà, tout à fait. Parce que de temps en temps, il y a des consultations, mais si la question est piégée... Alors, précisément, le référendum d'initiative populaire nous permet de poser nous-mêmes les questions. Donc, c'est tout à fait révolutionnaire. Mais c'est révolutionnaire si nous l'instituons nous-mêmes, si nous restons dans la posture infériorisée de l'électeur, pour qui l'élu décide tout, et si nous demandons à l'élu de nous rendre le pouvoir de légiférer, mais on l'aura jamais. Et donc, ce sur quoi les gilets jaunes sont en train de se... Ils comprennent à toute vitesse, ce qui est fabuleux, c'est la vitesse à laquelle ils comprennent. C'est l'action qui fait l'éducation politique. Mais oui, et puis surtout, c'est le bon moment, quoi. L'idée, elle vient au bon moment. On est tous dehors, on est réunis, on est déterminés, on en a marre de souffrir de cette difficulté à vivre, et dans la liste de nos revendications, on trouve la pépite qui va enfin instituer notre puissance populaire, donc on en fait une priorité, elle sera en toute matière, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait de garde-fous, on veut une vraie souveraineté populaire, et pas une souveraineté populaire réduite. Et puis, il faut qu'on s'en occupe nous-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de faire des ateliers constituants, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'entraîner à écrire les règles du RIC écrites par le peuple lui-même. Non, mais ça, c'est absolument historique. Moi, c'est sur quoi je me bagarre depuis 10 ans, 15 ans, enfin 13 ans, et je le vois advenir, je pensais pas que je le ferais de mon vivant. Et c'est-à-dire en même temps, moi, les Gilets jaunes donnent du sens à ce que je fais depuis 10 ans, et en même temps, moi, je donne du sens à cette pépite qu'ils ont trouvée et qu'ils ont mise, et qui rend possible, je crois... Est-ce qu'on peut expliquer pour les gens qui sont pas familiers une vraie avec évolution. Ça, qu'est-ce que c'est une constituante ? Concrètement. Et concrètement, les Gilets jaunes sont en train de faire des constituantes. Tu vas voir. Ils ont un problème avec... Je n'oublie pas la question, mais pour te donner... C'est par la pratique que je vais te montrer l'exemple. Les Gilets jaunes arrivent sur leur rond-point, sur leur péage, avec une méfiance aiguë de toute forme de représentation. Trompés par leurs représentants depuis des dizaines d'années, et quand ils regardent l'histoire depuis des siècles, trompés par leurs représentants, ils arrivent sur les ronds-points pour faire société, et ils ne veulent pas de représentants. En tout cas, ils s'en méfient comme de la peine. Oui, ils ne veulent pas de représentants. Ça me paraît un très bon point de départ de processus constituant. Parce que il faut être vigilant. Un citoyen, c'est vigilant, c'est méfiant, ça fait attention au pouvoir, ça ne fait pas confiance au pouvoir. Nous avons besoin de pouvoir, mais il faut s'en méfier. Et donc, c'est bien de commencer par cette méfiance, parce que c'est ça qui va faire un bon processus constituant. Mais, donc ils veulent pas de représentants, parce qu'ils savent qu'ils vont être trompés par eux, mais nécessité fait loi. Ils sont très nombreux, les Gilets jaunes, et comme tous les autres humains, dans les grandes sociétés, ils vont avoir besoin de représentants. Donc, nos sociétés avons besoin de représentants, mais on sait qu'on va être trahi par eux. Donc, l'idée d'un processus constituant, d'une constitution, c'est de passer un contrat social entre les représentés,
qui ont besoin de représentants. Il n'y a pas encore de représentants. C'est un contrat le contrat de la Constitution, c'est un contrat social entre les représentés. Les représentants n'existent pas encore quand on est en train de réfléchir. Et on réfléchit aux règles de la représentation, on réfléchit et c'est ce qu'ils font sur les péages. Ils disent, comment on va désigner nos représentants? Est-ce qu'on les élit? Est-ce qu'on les tire au sort? Avec quel mode de scrutin? Pour combien de temps? Avec quel mandat? Qu'est-ce qu'on leur demande de faire à ces représentants? Ces gens-là, les Gilets jaunes, sont en train de réfléchir à ce que nous devrions tous faire. Nous devrions tous faire ce boulot de réfléchir aux règles de la représentation avant d'avoir des représentants. Et quel mandat? Est-ce que ces quelques personnes que nous avons désignées sur le péage, où il y a tellement de bruit des klaxons, et ils vont se mettre à l'écart, au calme, pour réfléchir? Est-ce qu'ils vont réfléchir pour prendre les décisions à notre place, comme aujourd'hui les élus, ou est-ce qu'ils vont réfléchir, nous préparer les décisions, puis revenir sur le rond-point et nous les proposer au vote? Et c'est nous qui allons voter. C'est tout à fait différent comme mandat. Donc ils réfléchissent au mandat, et le mandat peut varier d'ailleurs d'une représentation à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut désigner nos représentants, et un jour, vous allez prendre les décisions à notre place parce qu'il n'y a pas un gros enjeu décidé à notre place, et puis un autre où c'est vraiment très important, là, c'est pas toi qui décide, il faudra revenir voter. Donc ils réfléchissent à ça, à la période de briefing avant de partir en représentation, et débriefing, reddition des comptes, en rentrant de la représentation. Ils réfléchissent à ça sur les ronds-points, là, en ce moment. Troisième réflexion sur la représentation, comment on les contrôle? Comment on contrôle? On n'a pas encore de représentants, hein, on est en train de réfléchir aux règles et on écrit nous-mêmes les articles. Troisième point, comment on les contrôle? Et là, c'est eux qui ont trouvé, hein. C'est pas moi qui en ai parlé de ce truc-là, mais c'est très important. Et ça donne des idées, évidemment, sur le contrôle de nos élus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Gilets jaunes? Ils ont dit, aujourd'hui, on a un truc qu'on n'a jamais eu, c'est un téléphone qui permet de faire un film, filmer et d'avoir un live Facebook. Alors Facebook joue le rôle d'ailleurs d'un service public en ce moment, hein, un service public complètement trafiqué, mais on n'a que ça, mais on s'en sert comme d'un service public. D'ailleurs, ça nous fait penser qu'il faudra qu'on écrive les articles de Constitution qui institueront un réseau social public, sous contrôle citoyen, et qui ne sera pas tricheur comme les réseaux. En tout cas, pour l'instant, on n'a que ça, et ça marche pas mal. Hein. Et donc, les Gilets jaunes disent, quand on a un représentant, il vient avec son téléphone, quand il va négocier, par exemple, avec le Premier ministre, sa mission, c'est de poser le téléphone sur un meuble, avec un grand angle pour qu'on puisse voir à la fois nos représentants et les personnes avec qui ils sont en train de négocier, et le live Facebook nous permet de vérifier. Et s'il refuse, comme Philippe a fait, comme le Premier ministre a fait, eh ben le représentant, sa mission, c'est de dire si vous voulez pas filmer, ben moi je m'en fais, je peux pas représenter si je suis pas surveillé, contrôlé par mes représentants. Alors ceux que je justement, représente. c'est un épisode qui m'a beaucoup frappé. Et ça, il faut Dans les l'instituer. médias, les choses ont été présentées. Allez, le gouvernement fait un geste, il accepte de recevoir les représentants des Gilets jaunes. Donc voilà, on va peut-être avoir une solution. Et quand le représentant dit on va filmer, là, le gouvernement refuse et c'est terminé. Et pourquoi ils refusent? Ils ont tellement peur de quoi? Et parce qu'en fait, ils ont l'habitude de circonvenir, c'est-à-dire de tromper les populations représentées en corrompant. Alors, corrompre, ça peut être avec une carotte, avec de l'argent, du pouvoir, mais ça peut être en intimidant, ça peut être en faisant peur, ça peut être en mentant, c'est-à-dire en abusant de la confiance. Ou en donnant une reconnaissance et en flattant. Voilà, en flattant. Oui, voilà, il y a plusieurs méthodes pour corrompre. Alors qu'avec le film, on voit la négociation et on voit l'interlocuteur qui est en train de tromper notre représentant. C'est très important. C'est le contrôle permanent. Immédiat. Mais oui, tout à fait. Alors, je vois d'ici les élus qui vont entendre ce que je dis et qui vont dire « Mais qui est ce populiste qui veut surveiller les représentants ?» Ben oui, non, je suis populiste. D'abord, j'assume ça tout à fait. Et puis, surveiller les représentants, c'est la chose la plus banale et ça devrait être la plus ordinaire. Mais c'est pas tout. Le dernier point de la représentation que discutent les Gilets jaunes, c'est la sanction. Quand on n'est pas content de la façon dont on est représenté, quand on est mal représenté, il faut qu'on puisse révoquer à tout moment notre représentant. Et écoute ce qu'ont imaginé les Gilets jaunes, en tout cas avec ceux avec qui j'ai parlé, mais ils vont nous inventer encore d'autres choses, tu vas voir. Hein. Ils ont dit, ils ont fait ça, j'ai découvert ça à l'occasion d'un atelier constituant qu'on a fait à Agen la semaine dernière. Et pendant l'atelier constituant, ils ont dit, enfin, je sais plus si c'est moi ou eux, enfin, c'était comme un cerveau collectif, on a dit, mais ces gens-là, il faudrait qu'ils sachent qu'ils sont représentants
avec un écran qui est vert quand ils ont leur mandat. Il faudrait qu'on ait une plateforme informatique où on puisse voter pour nos représentants. Et cette plateforme informatique qui serait articulée sur la blockchain pour que il y ait une authenticité qui soit vérifiée, il faudrait que quand on vote pour un bonhomme ou pour 2 ou 3 personnes et elles ont un mandat, leur téléphone de représentant, il faudrait qu'il y ait une application qu'on nous programme, et il y a 50 programmeurs partout sur Terre, qui différentes nationalités, qui sont en train de réfléchir à comment on pourrait instituer nous-mêmes tout de suite le référendum d'initiative citoyenne, sans avoir besoin des représentants, des élus, on le fait nous-mêmes. Et alors, le programme que réclament les représentés en train de réfléchir au terme de la représentation, ils réclament un programme dans lequel leur vote actuel, qui disent ces personnes-là sont nos représentants, ça se verrait sur le téléphone du représentant par un écran vert qui dit il est légitime. Et puis pendant la négociation, c'est posé sur le meuble et on s'aperçoit qu'il est en train de se faire tromper ou qu'il est en train de nous tromper. On avait dit que c'était pas ça que tu dirais. On pourrait le révoquer sur la plateforme informatique, le révoquer en disant non mais lui il est pas en train de faire pas le mandat. Et on lui retirait, l'écran deviendrait rouge et il deviendrait invalide. En fait, c'est des choses comme ça qu'ils sont en train d'imaginer. Mais ça, je trouve ça historique, si tu veux, que les représentants ne soient plus partis, ne soient plus constituants, mais que ce soit les représentés qui réfléchissent au thème de la représentation, parce qu'une constitution, c'est ça, c'est comment acceptons-nous d'être représentés. Et avec quelles limites, avec quel contrôle des représentants, c'est le boulot des représentés. Et ce que font les Gilets jaunes est tout à fait exemplaire. Quand on me demande qu'est-ce que je souhaite comme avenir, il me semble que les autres citoyens, ceux qui ne sont pas encore Gilets jaunes, devraient les rejoindre parce que il faut tous qu'on fasse ce boulot sur la représentation. C'est pas aux représentants d'écrire les termes de la représentation. Bien. On va faire une pause parce qu'on a reçu beaucoup de questions. C'est chouette. On ne pourra pas les prendre toutes. Je rappelle que Étienne répondra après coup par écrit à certaines questions précises. Mais là, il y a 3 questions intéressantes de Cédric. Étienne, ton discours reste flou. Il ne peut y avoir de référendum d'initiative citoyenne sans le Frexit, c'est-à-dire que la France quitte l'Union européenne. À quoi Philippe Gillis objecte comme en Suisse le pays des banques, point d'interrogation. 2 questions différentes. Et Leonardo Schmidt dit « Le RIC, nous connaissons bien en Suisse, ce n'est pas la solution, les politiciens restent les dirigeants du système politique, Nous ne finissons jamais de voter et sans que le gouvernement respecte la volonté populaire. » Donc voilà un peu une objection, comment tu la prends ? Très bien. Alors je commence par la première. La première, c'est quelque chose que je retrouve sous la plume des gens qui travaillent avec l'UPR, que je respecte tout à fait. Vraiment, l'UPR, Asselineau, fait un très gros travail sur l'Union européenne. Mais c'est indépendant des Gilets jaunes. Les gens de l'UPR pensent qu'il faut d'abord sortir de l'Union européenne. Et je suis d'accord avec cette priorité. La Constitution française, c'est une prison politique. Et nos représentants ont fabriqué une autre prison politique supérieure, encore plus inaccessible, encore plus tyrannique, qui est l'Union européenne. Et c'est vrai il faudra sortir de l'Union européenne, et que ça suffira pas parce qu'on sera encore dans la prison française, il faudra sortir de la prison française. Mais la question de savoir... On va pas développer sans la développer. La question de savoir la priorité, la réponse simple, c'est de dire nous sortirons de l'Union européenne par référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que nous, avec le RIC, nous allons avoir la possibilité de nous poser la question à nous-mêmes. Est-ce que vous voulez sortir de l'Union européenne ? Ce que nos représentants ne veulent pas. Ils ne veulent pas nous poser la question parce qu'ils savent bien qu'on va dire qu'on veut sortir. Et par référendum, nous dirons oui ou non. D'ailleurs, le peuple peut-être dira non. Mais c'est par référendum d'initiative populaire que nous pourrons récuser tous les critères. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne va pas développer sur l'Union. Voilà. Maintenant sur l'Union européenne, parce que je pense personnellement que c'est une fausse solution de sortir. On en parlait hier. Je pense qu'on en parlait hier. Et ça pourrait être l'objet d'un autre débat. Dans un seul pays serait écrasée par l'ensemble, d'abord sabotée. Blocus, chaos. Chaos, et puis écrasée même militairement par l'ensemble des autres bourgeoisies, y compris la bourgeoisie française. Donc je pense, moi, qu'il faut plutôt une solidarité, comme c'est un peu en train de se développer entre différents pays européens qui ont les mêmes problèmes, qui affrontent le même ennemi. Et si on va à la bataille en ordre dispersé, chacun dans son pays, moi j'ai l'impression qu'on ne gagnera pas. Mais c'est une discussion qu'on a eue, qu'on aura encore, qu'on va faire. Et je voudrais Mais il faut répondre aux 2 autres questions qui sont Je voudrais creuser différentes. ce point-là. Maintenant,
Alors, que le référendum existerait en Suisse. et mais pas seulement en Suisse, il existe dans plein d'autres pays. Mhm. Et effectivement, ça n'est pas révolutionnaire, puisque, par exemple, il existe dans la moitié des États-Unis d'Amérique, qui sont pas, que je sache, le paradis sur Terre. Hein. C'est même un enfer sur Terre. Je viens de finir de lire le bouquin d'Esmurget qui s'appelle Mad in USA, Mad M-A-D, fou, hein, là, et qui décrit, donc c'est un scientifique qui ne lit que des revues à comité de lecture, qui est ultra documenté, tu as 5 ou 6 notes en bas de page qui sont uniquement des revues à comité de lecture, qui étudient le modèle américain, ce vers quoi nos représentants sont en train de nous traîner. C'est catastrophique. La condition humaine, la condition des pauvres aux États-Unis, c'est cauchemardesque. Donc, il y a le référendum d'initiative populaire, et ça ne permet pas de sortir de cette louise. Mais je voudrais insister sur... Mais en Suisse, là, ils ont des votations, comme ils appellent ça tout le temps. Oui, mais c'est pas mal, mais... C'est pas mal, ça leur permet de se protéger, par exemple. En 2010, nos représentants ont voté contre nous une dégradation brutale de la retraite. Nous sommes passés de 60 à 62 ans, donc c'est 2 ans de plus de travaux forcés. Et comme nous sommes dans une prison politique, nous n'avons aucun moyen de résister, et donc les conditions de retraite ont été dégradées par nos représentants, qui nous ont trahis littéralement. Et il s'est passé la même chose en Suisse. En Suisse, les représentants ont dégradé la retraite des Suisses. C'est pas les mêmes modalités, mais ils ont dégradé aussi. Mais dans les semaines qui ont suivi, les Suisses ont déclenché une initiative et on va abroger cette loi scélérate. Donc ils ont des moyens de se défendre et ça fonctionne. Mais ça suffit pas parce qu'il y a des tas de garde-fous, il y a des tas de choses qu'ils peuvent pas faire en Suisse. Les Suisses peuvent pas imposer une loi. Ils peuvent résister à une loi, ils peuvent modifier la Constitution, mais ils peuvent pas tout faire. Quand vous regardez les différents référendums d'initiative populaire qui existent, même au Venezuela, qui existent en Italie, ils ont le référendum d'initiative populaire, mais ça peut pas concerner les impôts, ça peut pas concerner les traités, ça peut pas concerner les lois d'amnistie, etc. Et puis il y a toujours des verrous, il y a toujours une Cour suprême qui peut se mettre en travers en disant c'est pas constitutionnel. Il y a un pays comme la France ou la Belgique peut entrer en guerre sans même consulter son Parlement. Sans Parlement, sans référendum, évidemment, tout ça est complètement... Mais alors, ce que je veux dire, c'est que le référendum d'initiative populaire que sont en train d'écrire les Gilets jaunes, il a rien à voir. Donc c'est un RIC, il est en toute matière. Non mais attends, ça, vous pouvez pas me dire que ça existe déjà et donc ça marche pas. Ça, on l'a jamais vu, d'avoir une vraie souveraineté populaire. Une souveraineté populaire qui est... j'allais dire débridée. Oui, qui est débridée, qui est déchaînée, à qui on a retiré ses chaînes. C'est pas tout. Il est écrit par nous-mêmes. Comme il est écrit par nous-mêmes, ça va être un vrai. Alors, évidemment, ceux qui sont au pouvoir en ce moment et leurs complices qui tiennent les médias, ils sont terrorisés par cette idée. Évidemment, si le peuple commence à pouvoir décider lui-même de ses affaires, il y a des tas de privilèges qui vont sauter. Donc, c'est au fond la question que le peuple prenne les choses en main lui-même et ne se limite pas à voter de temps en temps ou même à être consulté. Il vote jamais. Ou même à être consulté de temps en temps. C'est l'idée que le peuple prenne des choses en main. Moi, ça me parle parce que j'ai étudié l'expérience de Chavez au Venezuela en Amérique latine. Une des toutes premières choses qu'il a faites quand il a été élu, un peu par surprise, parce que les autres s'étaient tellement discrédités par la corruption, la répression aussi très très forte qui était survenue. On avait tué 3000 manifestants qui manifestaient contre la pauvreté. Et ça, on n'en a pas parlé en Europe. Et donc, quand Chavez est arrivé, une des toutes premières choses qu'il a faites, c'est d'instituer une constituante, c'est-à-dire qu'il a organisé dans tout le pays, dans les villes, dans les villages, même chez les Indiens, partout, dans les zones les plus reculées. Des réflexions constituantes. Des comités qui ont réfléchi à un texte de la Constitution. C'est-à-dire que, au lieu, dans le jeu existant, de poser des revendications, ils veulent écrire eux-mêmes les règles du jeu. Et bon, on ne peut pas dire que le processus a été parfait dans un pays comme le Venezuela, où on sort de siècles de colonialisme et d'exploitation. C'est pas facile de tout, et d'obéissance, et de soumission, et de fatalisme. On ne peut pas tout changer, mais je crois que ça a été quand même un coup de génie, parce que les gens se sont sentis beaucoup plus investis, et il a accompagné ça par d'autres mesures, c'est-à-dire qu'il avait un appareil d'État extrêmement bureaucratique, même en y injectant des gens nouveaux qui ne fonctionnaient pas vraiment pour le peuple et qui se remplissaient les poches, il faut être clair. Et donc, il a, à côté de ça,
instituer par exemple des comités de base dans les communes populaires ou des comités de quartier où là vraiment les simples gens étaient représentés et intervenaient sur des questions de quartier d'abord, Au niveau local. de drogue, de violence, des égouts, des poubelles, des choses comme ça. Et petit à petit, se familiariser avec l'idée, tiens, on peut décider nous-mêmes. Et après, ils ont commencé à former des comités qui se regroupaient ensemble pour des questions plus importantes. Et ça a été une manière, en plus d'un travail d'éducation, par exemple, distribuer plein de livres gratuits, Et de je faire crois des qu'il choses a, comme ça. Ça a été une manière c'est toi de qui m'avais mobiliser. expliqué qu'il il a alphabétisé Oui. des millions de personnes, Un 1 million de personnes, oui, 1 million de personnes, de vieux et essentiellement. en leur apprenant à lire, non pas avec n'importe quel texte, mais avec la Constitution, qui est un petit livre bleu. Et en fait, les premiers mots que les Vénézuéliens apprenaient à lire, à décrypter et à écrire à leur tour, c'était leur Constitution. Et je trouve cette idée géniale. Nous devrions apprendre à nos enfants à lire la Constitution et à la corriger, à l'amender, à en penser une autre. Je trouvais ça remarquable. Je crois d'ailleurs qu'au Venezuela, ça joue un rôle important dans le fait que ce peuple a tant une expérience de récupérer l'argent du pétrole, l'argent des ressources, et de faire en sorte justement de contrer le gouvernement des riches et du 1% et de donner des médecins, des profs, du boulot à tout le monde. Et il est évidemment soumis à un étranglement, à un blocus, à des agressions des États-Unis sous tous les présidents, ça n'arrête pas. Et malgré tout, il résiste, malgré les pénuries qui sont organisées de l'extérieur, malgré tout, il résiste. Et je crois que c'est grâce à cette idée que Chavez, bon, j'ai eu la chance de le rencontrer, ce qui me frappait, c'est que quand il rencontrait des gens du peuple, tout le temps, il n'était pas seulement à leur dire « faites ceci, faites cela », il était beaucoup plus à écouter. Et même, il sortait un petit carnet, et quand une ménagère, un ouvrier, un jeune lui racontait des trucs, il prenait des petites notes comme ça, et il écoutait, et ça pouvait durer très longtemps. Du coup, d'ailleurs, il arrivait en retard à plein de rendez-vous, parce qu'il se mettait vraiment à l'école de son peuple. Donc, je pense que c'est ça un peu qui a fait qu'il a eu tant d'amour, tant de soutien contre les coups d'État, et en même temps, que même quand il est parti, le peuple continue à résister. Avait pris l'habitude d'instituer Donc, de c'est un peu cette idée... je ne crois pas, moi, que tous les représentants politiques seront forcément tous pourris, etc. Je n'ai pas dit ça, hein, moi. J'ai pas dit qu'ils sont pourris. Mais qu'ils vont nous trahir, quand même. Oui, ça c'est l'histoire. Hein, oui, la plupart, quand même. J'ai une petite réticence sur ce fatalisme. Mais je pense que si on a un processus différent entre les représentants et les représentés, et qu'il y a plus de contrôle, qu'il n'y a pas de privilèges, on peut arriver à avoir aussi des instruments qui représenteront mieux et qui aideront à émanciper. Mais c'est une toute autre discussion. Hein. Je veux pas monopoliser là-dessus, mais je voulais qu'on creuse un peu ce point quand même des revendications que j'avais préparé deux, trois illustrations qui nous étaient envoyées. Cette année, en raison de la crise, le Père Noël ne partira pas du pôle Nord, mais du pôle emploi. Je crois que ça dit beaucoup sur la désespérance. Ici, très ironique, le SMIC va passer de 9,61 à 9,67 € brut de l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette oseille? Et la dernière, le sac Louis Vuitton, modèle Capucine rose pâle, assorti à sa robe de Brigitte, la fameuse, prix 3 950 €. Quand j'entends la question du référendum citoyen, est-ce qu'il n'y a pas un danger d'oublier un petit peu que les gens, ils sont sortis dans la rue pour bouffer, que ce problème doit être résolu et qu'il faut gagner quelque chose pour prendre conscience? Non, il y a un truc super important, c'est que les Gilets jaunes ont d'abord établi la liste de tout ce dont ils avaient besoin, objectif législatif, avec cette perle au milieu qui est le référendum qui leur donne accès à tout ça d'un coup de leur propre initiative et à d'autres choses encore. Mais évidemment, donc ça permet de se concentrer et donc d'être plus pénétrant, plus perforant dans le système de domination. Mais il y a une urgence financière. Les gens qui sont sur les ronds-points, pour une grande partie d'entre eux, souffrent d'un manque d'argent cruel, quoi. Et il faut régler ça. Donc il y a une urgence sociale, une urgence financière à régler aussi. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir un seul point, on peut en avoir deux. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils sont en train... Et le deuxième point, ils sont en train d'y réfléchir, et je vois bien, les positions changent, parce qu'il faut trouver un point qui soit décisif et qui change vraiment la vie des pauvres gens, à lui tout seul. Et au début, ils étaient sur l'augmentation du SMIC.
a mis 300, puis 1500, en disant, si on nous donne un minimum d'argent, déjà, ça va nous permettre de mieux vivre. Et puis en même temps, on s'est aperçu que il y a des tas de petites entreprises, les grandes entreprises sont capables de financer ça, évidemment, avec tout l'argent qu'elles volent, bien sûr. Mais les petites entreprises sont limites, elles arrivent à peine à tenir. Si on leur monte le SMIC à 1500, je veux dire, elles coulent littéralement, donc les emplois disparaissent. Donc le SMIC à 1300, c'est pas une bonne mesure à elle toute seule. Alors, ils l'ont retiré et ils ont imaginé la suppression de tous les impôts sur la liste des produits de première nécessité, dont eux font la liste. Donc les Gilets jaunes font une liste des produits de première nécessité, mais qui correspondent à 90% de ce que consomment les pauvres gens. Hein. Donc la liste donc les produits alimentaires, les vêtements, les médecins, les biens. Et alors, donc la requête, c'est là qu'ils en sont en ce moment, mais peut-être qu'ils vont évoluer là-dessus. Mais bon, la requête, ce serait zéro impôt, zéro taxe, TVA zéro sur les produits de première nécessité, et pas d'impôt s'il y a des produits qui sont imposés. Et mieux que ça, ils sont en train de dire les prix devraient être administrés, c'est-à-dire que l'État devrait subventionner ces produits de première nécessité. Il devrait faire le boulot des restos du cœur, mais institutionnel, c'est-à-dire que les citoyens décident leur puissance publique décide d'aider les plus pauvres et donc il faudrait surveiller que ces prix ne montent pas, donc il faudrait une commission, un organisme qui soit chargé de vérifier que les produits de première nécessité ne voient pas leur prix monter après qu'on les ait subventionnés, donc diminuer, mais il faudrait diminuer de moitié tous ces produits de première... Alors ça, c'est comme si vous doubliez le pouvoir d'achat de ces pauvres gens. Donc ça, vous avez un moyen simple. Et alors, ce qu'il faudrait, et ce que j'ai pas encore fait, mais je lance un appel là, il faudrait que des économistes, par exemple les économistes atterrés, ou voilà, les économistes qui soient pas des employés de banque, nous chiffrent le coût pour le pays des produits de première nécessité, combien ça coûte, et si on en administre le prix, si on rend ce prix bloqué par l'État, combien ça coûterait de financer la moitié de ce prix pour que ces produits deviennent moitié prix. Combien ça coûterait et à ce moment-là, par an, et comme ça on saurait, par un ordre de grandeur, quelles sont les mesures nécessaires qu'il faudrait pour les financer, par exemple en supprimant le CICE, qui est un cadeau extravagant à des gens qui ont déjà trop d'argent et qui ne créent pas d'emploi. Supprimer le CICE, on récupère 40 milliards et ça financerait une partie de ça, parce que ça représente, à mon avis, ça représente un peu d'argent. On a beaucoup à dire, vous pouvez constater que c'est très difficile d'arrêter Étienne dans son enthousiasme, donc je vais essayer quand même d'aborder des points qui sont encore importants. On a 2 questions intéressantes qui viennent. L'histoire des produits de première nécessité, je crois que l'expérience du Venezuela est intéressante. Chavez, confronté au blocage et aux pénuries des gros commerçants qui importent des biens des États-Unis, les vendent très cher, organisent des pénuries pour faire monter les prix, a mis sur pied des petites supermarchés locaux, ça s'appelle les Mercals, qui vendent les biens de première nécessité, des produits de bonne qualité, à des prix écrasés. Et ça, c'est vraiment un service public. L'idée que les restos du cœur, que les gens dépendent de la charité, ça devrait être remplacé par un service public qui donne une solidarité droit à l'existence. Bien. Une question de Eliane. L'État est assigné en justice par les écologistes. Ne pourrions-nous pas assigner en justice les gouvernements successifs et les banques pour abus de confiance, de faiblesse, conflit d'intérêts, trahison du peuple? Les tenir responsables de la dette qu'ils remboursent et voilà. L'État est assigné en justice par les écologistes, mais enfin, il faudrait que les juges soient capables de condamner les États, et on en est loin. Hein. Je vois pas de solution institutionnelle, c'est-à-dire je ne vois pas dans les institutions d'outils qui nous permettent de résister à nos représentants. Le piège politique, la prison politique est verrouillée, peaufinée, retravaillée depuis longtemps. C'est un très bon piège politique. Je ne vois pas d'autre solution que d'écrire nous-mêmes un nouveau contrat social. Et vraiment, c'est une erreur que je comprends. Nous sommes habitués à demander des décisions à des gens qui les prennent toutes. C'est normal. Nous sommes comme déshabitués à prendre des décisions, à faire de la politique de façon décisionnelle. Et donc, c'est normal que les gens se demandent comment on va faire pour obtenir de nos maîtres ce que nous voulons.
Mais ce qu'il y a de très profondément révolutionnaire et prometteur et vraiment novateur dans ce que sont en train d'élaborer les Gilets jaunes, c'est que on n'a pas besoin de nos élus du moment, de nos gouvernements du moment. On n'en a pas besoin. Ce qu'on est en train d'imaginer, c'est un nouveau monde que nous instituons. Et ça se fait sans les représentants. Alors, aujourd'hui, les Gilets jaunes ne sont que je sais pas, peut-être 1 million. Donc ça suffit pas pour être légitime, pour renverser un gouvernement, ça. C'est beaucoup trop tôt pour aller se castagner, aller renverser le gouvernement. Il faut être légitime, il faut être très nombreux. Il faut que ce soit le peuple, pas tout entier, mais très majoritairement, qui, lui, là, devient légitime pour instituer un nouveau régime. On n'en est pas là. Mais c'est ça qui est en train de se préparer. Quand ils sont en train d'instituer leur puissance, de régler les règles, de penser les règles de la représentation et de penser les règles, les termes de leur rôle populaire dans le processus législatif, donc le référendum d'initiative populaire, ça veut dire qu'on va avoir des représentants, mais qu'on reprend la main quand on veut sur les lois que nous jugeons importantes. Quand ils font ça, ils sont en train, à condition que les autres les rejoignent, et on n'y est pas encore, mais quand les autres non-gilets jaunes vont devenir gilets jaunes, si on est nombreux, ils sont en train de préparer une mutation. C'est pas une révolution, parce qu'une révolution, on revient au point de départ et on a juste changé de maître. Mais ils sont en train de préparer une mutation qui fait qu'on n'aura pas besoin d'imposer, vous voyez, quand on va se déplacer tous ensemble, le pouvoir va être remplacé. Ce qu'une société veut, elle l'a. Si je résume, au fond, tu demandes une vraie démocratie, c'est-à-dire pas une démocratie représentative, une démocratie, j'ai l'impression, où l'argent peut finalement toujours arriver à dominer et à parvenir à ses fins, et où il y a un peu de théâtre, beaucoup de théâtre, mais tu veux une démocratie participative, c'est-à-dire que tu veux que le pouvoir soit exercé. Oui, c'est un pléonasme, mais comme on est habitué à une démocratie qui ne l'est pas... La démocratie représentative, c'est un démocratie... Oui, une démocratie participative veut dire que le peuple exerce lui-même. Non, mais c'est plus que ça. Une démocratie participative, ça sent... Excuse-moi, mais c'est pas toi que je vise, mais c'est cette expression sans l'arnaque. Parce que ça veut dire qu'en fait, on donne quelques miettes de pouvoir décisionnel. Oui, moi, j'entendais le peuple exerçant lui-même le pouvoir. Je sais bien que c'est pas comme ça que tu l'entendais, mais ce mot-là... Je veux dire par là que... Oui, mais à ce moment-là, t'as pas besoin de dire participative. Bon, je vais pas développer, mais c'était pas ça ma conception. Ouais. Je voulais passer à un point que j'ai annoncé au début et que nous devons tenir, parce que l'heure avance. Oui. J'ai dit au début que dans les médias, on te présentait comme un monstre proche de l'extrême droite. Or, je viens de t'entendre parler là de plus de démocratie. Donc, de résistance dans mon à la idée, l'extrême droite historique et tout ça n'est pas connu pour développer la démocratie, mais plutôt le culte de l'autorité, de l'homme fort. On a, quand on lit dans les médias, tous les jours, ils répètent la même chose, que tu es proche de l'extrême droite, un ami de Soral, etc. Or, tout ce que j'entends, ça me semble le contraire. Comment expliquer qu'on t'accuse de tout ça ? Je crois qu'il suffit de m'écouter pour savoir que ce que je suis en train de penser, c'est un outil de résistance à la tyrannie, à toutes les tyrannies, le fascisme aussi, mais pas seulement le fascisme, toutes les formes de tyrannie. Un peuple devenu constituant ne laisse plus de place aux tyrans. Les tyrans ont besoin de notre acceptation pour nous tyranniser. C'est parce que nous acceptons d'être dominés que nous sommes dominés. C'est parce que nous sommes à genoux qui sont grands. Donc, ce sur quoi je travaille, c'est une émancipation de toutes les formes de tyrannie et de systèmes autoritaires et arbitraires. Donc, c'est évidemment une extravagance de m'associer, de me rendre secrètement complice de partisans de systèmes autoritaires. Il suffit de m'écouter pour penser que c'est une extravagance. Mais, à mon avis, et c'est comme ça que je l'explique, ça va être très difficile pour les représentants d'argumenter contre le référendum d'initiative populaire en toute matière écrit par nous-mêmes. Ça va être très difficile d'argumenter contre la démocratie. Pour les voleurs de pouvoir, là, prendre le sujet de fond, face à face, prendre le problème de front, ça va être très difficile d'argumenter. Alors, il y a un message qui est fort. Il est trop fort.
alors il faut s'en prendre au messager. Donc il faut discréditer le messager. On va étudier toute sa vie dans les moindres détails. C'est long une vie, hein. On va prendre tous les petits détails qui pourraient être gonflés, mis en exergue, déformés, assemblés pour faire une espèce de tissu de mensonge, et on va essayer de le discréditer. Alors là, en l'occurrence, on met en évidence le fait que, à une époque, j'ai mis un lien vers Soral. Moi, j'avais pas vu, je connaissais pas l'ensemble, hein. Je trouvais qu'une partie qui ressemblait à nos bagarres. J'ai mis ce lien. Et puis, mais c'est tout. J'ai mis un lien parmi des dizaines de milliers de liens. J'ai plein de liens sur mon site au fur et à mesure. Je ne connaissais pas très bien. Et je connaissais pas bien Toram. Et puis, au bout il s'est passé quelques années, et finalement, j'ai, dans un billet qui s'appelle « Pour que les choses soient claires », parce que j'ai vu dans un des discours de Soral un truc que je trouvais imbuvable, et j'ai dit, bon, ok, je retire ce lien, je comprends, ok, ça va, c'est toxique, je retire ce lien. J'ai regretté d'ailleurs d'avoir retiré ce lien, parce que ça correspond pas à ce que je veux faire. C'est-à-dire que je cherche à construire un monde commun, et pour construire un monde commun, je dois considérer tous les êtres humains comme dignes politiquement. Et s'il y a quelqu'un qui a des idées totalement contraires à ce que je veux faire, et là, c'est bien le cas. Il s'agit soyons clairs, mettons les pieds dans le plat. Des idées totalement contraires. Personnellement, j'ai écrit un bouquin sur ce bonhomme, et effectivement, quand on lit très bien ces textes, il défend Hitler, il défend les SS, il défend Mussolini. Oui, j'ai pas entendu tout ça. Il parle pour un pouvoir fort. Il y a des citations très précises que je cite dans mon livre. Et le bouquin est remarquable. Le travail que tu fais, c'est de travail politique qui n'est pas ce que font les gens d'habitude. Les gens disent, lui, il est d'extrême droite, et on est prié de plus en parler. Mais tu vois comme ça. Enfin, quand on me traite, moi, d'extrême droite, c'est bien que l'étiquetage est foireux, l'étiquetage n'est pas fiable. On met des étiquettes pour refuser de débattre sur le fond. Exactement. Alors que toi, quand tu fais le bouquin, tu documentes chacune de tes affirmations, et ça devrait normalement être suivi d'un débat. Parce qu'il faut que la personne puisse se défendre. C'est bien d'instruire le procès, mais après ça, il faut que les gens puissent se défendre. C'est ce que je lui ai proposé, d'ailleurs, tout à fait. Il n'a pas voulu. Donc, voilà, mais... Ça, c'est de la politique. Accuser quelqu'un d'extrême droite, comme le font les éditorialistes, qui disent de moi que je suis d'extrême droite, qui est une extravagance, sans me permettre de... Ils ne me téléphonent pas avant. Ils me salissent sur les journaux sans m'en parler. Et j'ai pas le droit de me défendre. Mais ça, c'est pas du journalisme. Ça, mais pourquoi ils font ça ? Mais parce qu'ils peuvent pas s'en prendre au message. Je pense que... Tu veux dire qu'ils ne veulent pas la démocratie, qu'ils veulent garder un système de privilégiés, évidemment. Et donc, c'est sont pas capables, qu'on cherche et qui sont pas capables d'argumenter contre le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, écrit par nous-mêmes. Écrit par nous-mêmes, c'est décisif, parce que si c'est eux qui l'écrivent, ils vont vous dire qu'ils sont d'accord. Hein. Vous allez voir, ils ont déjà commencé à dire oui, c'est intéressant, on va le faire, on va l'écrire, mais pas en toutes conditions, pas en toutes circonstances. Ouais, c'est ça. Ils vont vous faire un faux. Donc, à mon avis, ils sont pas capables d'argumenter. Ils sont pas capables de me prendre face à face. Les Apathy, les Barbier, les Couturier, là, tous ces voleurs de parole, ils sont champions pour te couvrir de boue, disons. Ils sont champions pour te couvrir de boue. Quand t'es pas là, il y en a 2 qui me tiennent et 3 qui cognent, mais ils sont incapables de me prendre face à face. Dans une controverse sur le fond. Et donc, ce qu'ils font, c'est de la calomnie, quoi. Oui, bon, ça, tu dois pas m'expliquer, parce que je suis dans le même club, et il y a une chose que je constate, et sur laquelle les gens doivent réfléchir. Il y a actuellement toutes les personnes... Tu devrais me dire ce que tu fais sur le mot antisémitisme, la définition comme outil contre les... Je vais venir. C'est tout à fait remarquable. Je voulais dire que ceux qui sont des lanceurs d'alerte, comme Julian Assange, comme Étienne, comme d'autres, et je pense que Ruffin, qui a pris la parole pour dire très courageusement, que les gilets jaunes avaient vraiment... comment dire, que Étienne avait un mérite qu'il fallait reconnaître d'avoir stimulé ce débat et développé ce mouvement pour la revendication et l'émancipation. Je pense qu'il est le prochain sur la liste et que s'il ne s'aligne pas, on va aussi sortir des choses. Et je voudrais attirer l'attention de ceux qui nous lisent. Quand des torrents de boue et de calomnie, pour employer des mots polis, se déversent comme ça sur un lanceur d'alerte, demandez-vous toujours, mais est-ce que j'ai entendu vraiment la personne accusée ? Exactement. Est-ce qu'on m'a donné ces thèses à lire ?
Est-ce que ceux qui le critiquent accepteraient un débat avec lui ou est-ce qu'ils en ont peur? Et demandez-vous pourquoi, par exemple, Assange, on est en train de De le l'assassiner tout simplement dans cette ambassade à Londres. Qui est comme une prison. Donc, je crois qu'il faut bien réfléchir. Il y a toute une stratégie que j'ai effectivement analysée dans un texte que les lecteurs d'Investigation ont vu récemment Il faudra mettre le lien sur c'est un texte très l'antisémitisme. intéressant. Voilà, on va le donner. J'explique comment fonctionne la stratégie de diabolisation Et de calomnie. de calomnie de tous les lanceurs d'alerte. Alors, un point qui a été utilisé aussi contre toi, bienvenue au club, c'est que tu serais antisémite. En 2 mots. Ben, je suis évidemment pas antisémite. Il suffit de m'écouter. Je suis contre le racisme, contre l'antisémitisme, qui sont des fléaux. Mais il suffit de m'écouter, quoi. Je veux dire, c'est extravagant, cette accusation. Enfin, je crois pas, j'ai jamais dit de toute ma vie quelque chose qui puisse être antisémite. Donc voilà, je suis pas antisémite. Il se trouve, je pourrais. Enfin, oui, je comprends. C'est révoltant quand on combat le racisme toute sa vie de sortir. Mais c'est comme une insulte. Comme ça. C'est comme une insulte, et quoi. Donc les gens qui pas plus entendent fort que ça, au lieu sur Google de voir Chouard antisémite, Collomb antisémite, et de dire bon, je vais me méfier, c'est douteux, il vaut mieux s'écarter, doivent au contraire se poser la question qui fait en sorte que ça se trouve très très haut ranking sur Google. Comment ça se manipule avec des robots, avec des trolls, avec toute une opération organisée que j'ai mise dans ce texte-là, et se dire qu'est-ce qu'on essaye de me cacher. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut avaler tout ce qu'on dit. Il faut aller vérifier. Pas de problème. Lisez les textes, regardez ce qu'on a dit. Et si vous trouvez un point qui est discutable, n'hésitez pas à le dire et on en débattra. Mais je voudrais venir à un point suivant. Tu as été attaqué par les médias en général. Tu as été attaqué aussi lorsque Ruffin a pris la parole pour te soutenir. Tu as été attaqué aussi par certains dans la France insoumise. Et je voudrais un peu poser la question. La gauche radicale en France, je dis en France parce qu'en Belgique, je pense qu'on a une situation un peu différente qu'il faudrait faire connaître, mais bon, on n'a pas le temps aujourd'hui. En France, la gauche radicale par rapport aux gilets jaunes, comment tu caractérises son attitude et est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que ça s'améliore? J'ai peur de quelque chose là. Une des forces inouïes de ce mouvement, c'est d'arriver à rester unitaire en se protégeant de la zizanie politicienne habituelle. J'ai peur que des gens d'extrême droite ou des gens d'extrême gauche, pour aider ce mouvement, se mettent dedans, et une fois qu'ils sont dedans, recommencent à nous infliger la zizanie en disant les gens d'extrême droite vont dire là, tout ça, ces gens-là, c'est des gauchistes, il faut qu'ils s'en aillent. Et puis les gens d'extrême gauche vont se mettre dans le mouvement en disant tout ça, c'est des gens d'extrême droite, il faut qu'ils s'en aillent. Et j'ai peur qu'ils sèment la zizanie, parce que ce mouvement ne peut être victorieux, ne peut changer vraiment les choses que s'il reste unitaire. Il faut comprendre que c'est comme ça que je le présente, et c'est comme ça que je le pense. Je pense qu'une société a des décisions à prendre avec des parties d'elle-même, des parties de la population qui sont en conflit, qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui ont des intérêts contraires. Et des opinions différentes. Des opinions et des intérêts à défendre et des opinions différentes. Et que ces choix dans les décisions à prendre sont du niveau législatif. Ce sont des lois, règlements, traités, ce sont des décisions à prendre, on est au niveau législatif. À ce niveau-là, on se dispute et on a raison, c'est bien qu'on se dispute. Mais... Donc tu ne veux pas étouffer les discussions politiques? Pas du tout, j'ai besoin de ça. Mais pour l'instant, écoute, dis-moi si j'exagère, mais nous disputons au niveau législatif. Si on avait une discussion, on ne serait pas d'accord sur un point ou sur un autre, mais nous discutons dans un carcan d'impuissance. C'est-à-dire qu'on discute taille pour rien. C'est pas nous qui allons décider. C'est-à-dire que l'idée géniale là, c'est de... Constatant notre impuissance en matière législative, nous arrêtons de nous disputer au niveau législatif. De toute façon, ça sert à rien, c'est pas nous qui décidons. C'est les élus qui décident. C'est nos maîtres. Au lieu de ça, temporairement, le temps d'instituer notre puissance, nous nous concentrons sur le processus constituant populaire pour instituer une puissance populaire. Et pour ça, il faut être unis, il faut une unité populaire avec des gens de gauche, de droite, comme pendant la Résistance. Pendant la Résistance, tu avais des communistes qui étaient avec des maurassiens. De Gaulle était maurassien. Putain, c'est la droite dure, ça. Hein. Eh ben oui, parce que quand c'est urgent, c'est urgent. Et donc, il me semble que nous devrions accepter de temporairement ne plus nous diviser comme d'habitude au niveau législatif, monter au niveau constituant pour instituer une puissance populaire, et une fois cette puissance populaire
instituée, c'est-à-dire mise en place durablement. Là, on revient au niveau législatif et on va se disputer. On va sortir de la prison et on va aller un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, loi par loi. Si vous voulez, je dis pas que je ne veux pas. C'est vrai que les systèmes autoritaires rêvent d'une société unifiée où il y ait plus de disputes. C'est pas du tout ça que je dis. Je sais bien que nous avons des disputes, il va falloir qu'on fasse des choix qui sont pas équivalents. Je dis pas du tout que la droite et la gauche c'est pareil, mais pas du tout. C'est très 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 différent et elle ne correspond pas aux étiquettes politiciennes. Parce que ce qui dégoûte les gilets jaunes et toute la société d'ailleurs, c'est que des gens se font élire avec l'étiquette gauche et ont des politiques de droite. Alors ils ont tendance à dire la droite, la gauche, ça veut plus rien dire. Mais c'est une erreur. La gauche, la droite, ça veut dire quelque chose. Simplement. C'est cette impuissance politique qui nous empêche d'avoir les politiques que nous souhaitons. Sortons d'abord de la prison, mettons-nous ensemble à pousser cette énorme porte qui n'est pas fermée à clé, pousser la porte de la prison pour en sortir, et arrêtons de nous disputer sous prétexte que « Ah, moi, je veux bien vous aider à pousser la porte si on va à gauche. Ah ben non, je veux bien vous aider à pousser la porte si on va à droite. » Putain, arrêtez de vous disputer, on verra ce qu'on fera dehors, mais sortons de la prison. Sortons de la prison européenne d'abord. Et... Tu penses que dans la gauche radicale, il y a un petit peu une maladie de ne pas écouter, de trop donner de leçons et de ne pas arrogants, quoi. Discuter avec le peuple. Et ils sont incapables de discuter avec le camp d'en face. Ils n'imaginent pas d'aller parler à un royaliste. Mais moi, je pense à un monde commun. J'imagine un monde dans lequel on fasse de la politique. On s'entretue pas. Mais j'ai besoin de comprendre comment pense un jeune royaliste. Je pense pas aux chefs de parti, aux menteurs. Je pense aux jeunes gens qui vont vers les solutions autoritaires. Mais j'ai besoin de comprendre vraiment pourquoi je suis sûr qu'ils sont de bonne foi. Ces gens-là pensent servir le bien commun avec une solution qui, moi, me fait très peur. La monarchie absolue, putain, ça, c'est très dangereux. Il y a un risque d'abus de pouvoir considérable. Mais si vous voulez, pour comprendre et pour essayer de comprendre, instituer un monde commun, j'ai besoin de comprendre ce qui l'amène à ça, et pour lui expliquer, j'ai besoin qu'il me fasse confiance. C'est-à-dire qu'il faut que je le respecte comme un être humain. Et donc, je vais avoir à parler avec des royalistes. Oui, je vais avoir... Et c'est pas parce que je parle avec un royaliste que je deviens royaliste. Enfin, le procès en fréquentation, il est extravagant. C'est-à-dire que parce que j'ai fréquenté des royalistes, je deviendrai royaliste. Mais c'est une blague. Écoutez ce que je dis. Vous allez voir. Tout ce que je dis est au rebours. On condamne pas quelqu'un... pour ses fréquentations, ça n'a pas de sens. Il faut écouter ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils proposent. Enfin bon. Oui. On reçoit beaucoup de questions. On arrive au bout du temps. Il y a encore 2-3 réflexions à faire. Je regarde parmi les questions qui nous ont été envoyées. Non, je l'ai manqué. Oui, on va pas pouvoir encore en prendre maintenant. Moi, j'avais envie... avant de conclure bientôt, parce que l'heure tourne, d'ajouter un élément de réflexion sur les médias et sur notre information. Je crois que l'attitude des médias vis-à-vis du mouvement a été un peu bizarre. C'est-à-dire que pour une fois, c'était une protestation sociale qui était vue avec un peu de bienveillance au début. Disant que c'était bon enfant, ils sont bon enfant. C'est original. Ils sont pacifiques. Faut pas oublier le fait que les médias ont besoin d'audimat, donc c'est un sujet qui permet de se faire un peu de pub. Mais assez vite, on est venu vers, oui, vous êtes irresponsable, et puis la diabolisation, la violence, vous n'êtes pas écolo, tous des trucs comme ça. Mais je voudrais aller au-delà de ça. Je pense que quand tu demandes la démocratie, il y a un vrai problème qui vient tout de suite, c'est l'information. Absolument. C'est-à-dire que je pense que des citoyens qui n'ont pas accès aux informations importantes ne pourront pas prendre des bonnes décisions. Ne pourront pas prendre les bonnes décisions. Oui. C'est pour ça que, je ne veux pas entrer dans la discussion, mais c'est pour ça que l'idée d'un tirage au sort me fait un peu peur, parce que je pense qu'on a besoin d'un processus plus actif, c'est-à-dire de gens qui s'informent, qui réfléchissent, qui discutent, qui contrôlent, qui échangent. Et je voudrais donner 2-3 exemples récents qui me semblent intéressants. Aux États-Unis, moi je l'ai appris tout récemment, mais en fait ça se passe depuis des années. Aux États-Unis, il y a un syndicat de travailleurs de secteurs pauvres, c'est-à-dire la santé, le fast-food, le gardiennage, tous ces syndicats de très très bas salaire, ces secteurs de très bas salaire, qui a préparé pendant 4 ans la revendication du doublement du salaire. Les salaires sont très bas aux États-Unis. Il y a des gens qui sont les working poor, des travailleurs qui sont pauvres. Et donc, ils ont obtenu,
en Californie et dans l'État de New York, le doublement du salaire de 7,5 $ à 15 $. Ça, c'est exceptionnel. Et c'est quelque chose que je n'ai trouvé dans aucun média européen. Alors que pour moi, c'est une nouvelle fondamentale. Ça aurait dû être à la une. Ça aurait dû déclencher des discussions de ces fameux économistes qui nous expliquent tout exactement pourquoi ils se sont trompés, mais qu'ils avaient quand même raison. Et ça aurait dû dire, mais si c'est possible aux États-Unis, pourquoi pas en Europe, où on n'arrête pas de nous dire, vous devez vous serrer la ceinture pour que l'économie aille mieux, et après les riches vous rendront, ce qui n'arrive jamais. On a d'autres exemples, d'autres faits importants. Les gens ici ne savent pas que le salaire minimum en Grèce, c'est 580 €, avec un coût de la vie comme ici. Donc, comment veux-tu vivre avec ça? Et on ne parle pas de ça. On dit les Grecs, ils ont exagéré. Non, pas les Grecs. Les banquiers, les richards qui ne payent pas d'impôts, mais c'est les pauvres qui payent la facture. Et on a cette idée de la résistance par le référendum. Quand on cherche bien dans l'info, on trouve des exemples. Par exemple, en Suède, où il y a énormément d'attaques contre les hôpitaux, les services publics, etc., dans une province, on voulait fermer un hôpital et les gens auraient dû se déplacer à 1 heure. Le premier hôpital aurait été à 1 heure. Donc, évidemment, en cas de crise cardiaque, tu étais mort avant. Et ils se sont battus dans cette ville. Pendant 3 ans, ils ont occupé l'hôpital. Ils ont finalement organisé un référendum. 80% a dit on veut garder l'hôpital et ils ont gagné. Je donne ces exemples parce que, à mon avis, personne n'en a rien vu dans nos médias et à la télé. Alors que ce sont des exemples pratiques. Oui. Ce sont des choses dont on a besoin pour connaître la situation, pour avoir des exemples de confiance. Pour savoir ce qu'on veut. C'est un petit appel que je voudrais lancer à Investi Action, qui n'est pas une organisation de lutte, qui est qu'un média. On a besoin que des gens nous envoient aussi des nouvelles comme ça, aussi des bonnes nouvelles et des cas de résistance, parce que je pense que, et c'est un peu la conclusion que je crois qu'on va prendre avant de te donner la parole en dernier, je crois que la démocratie est non souhaitée, parce qu'évidemment, s'il y a la démocratie, la majorité des gens vont être pour la justice sociale et pour le partage équitable des richesses, et c'est ça qui fout la trouille. Mais donc, je crois que ça passe par une énorme bataille pour l'information. Absolument. Et je voudrais te demander, de conclure là, comment tu penses que cette bataille peut progresser demain? Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Sur ce point, en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, la presque totalité des journaux a été achetée par 9 milliardaires. C'est une catastrophe absolue. Ça permet à ces richards d'intoxiquer l'opinion. Et dans ce contexte où les journaux appartiennent aux riches, le RIC est dangereux. Parce que les journaux sont capables de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter contre nos intérêts. C'est pourquoi, dans le texte sur lequel les Gilets jaunes travaillent, il y a un alinéa dédié exclusivement aux médias. Donc, pour que le référendum d'initiative populaire fonctionne, il faut qu'il y ait une période entre la proposition, donc l'initiative, et le référendum. Il faut qu'il y ait au moins 6 mois, il faut qu'il y ait des débats, sauf peut-être dans les cas où il n'y a pas besoin de débat, parce qu'on connaît le sujet depuis longtemps. Mais en général, il faut une longue période pour éclairer l'opinion par la mise en scène des conflits, par le spectacle des controverses entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, pour que le peuple les citoyens puissent voir les arguments en action, en controverse, pour éclairer leur opinion, et au bout d'une longue période, il faut qu'elle soit suffisamment longue pour que nous soyons le plus nombreux possible à avoir vu ces controverses, nous puissions opiner, donc donner notre opinion en conscience et correctement par rapport à l'intérêt général. Et donc pas de décision sans information véritable. Et alors pendant cette période de débat contradictoire éclairant l'opinion, il est très important d'avoir des médias qui soient indépendants et libres, indépendants des riches. Or, aujourd'hui, on a des médias qui sont asservis, achetés par les riches. Donc, il y a un alinéa, que je vous invite à lire, dans la proposition sur laquelle on travaille, qui consiste à dire, je te l'ai dit de mémoire, tous les médias dans notre pays qui s'appelle la France, France ça veut dire libre, dans notre pays, tous les médias appartiennent à leurs journalistes et à leurs employés. Point. Autrement dit, aucune personne physique ou morale, parce que les personnes morales, c'est les entreprises, en fait, ce ne sont ni personnes ni morales, enfin, toutes les personnes physiques ou morales, aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média. C'est impossible. C'est interdit dans la Constitution.
Et troisième phrase, les médias, les actuels propriétaires de médias doivent aujourd'hui céder gratuitement à leurs journalistes et employés le média en question. Et la Chambre des référendums va s'occuper des modalités, éventuellement des indemnités s'il le faut. C'est essentiel qu'en même temps que nous instituions notre puissance politique, nous instituions aussi la qualité de l'information. Quand je dis les médias, il y a entre parenthèses, qu'est-ce que c'est les médias? C'est les journaux, les télés, les radios, ok. Mais c'est aussi les instituts de sondage, les agences de presse, et les instituts statistiques. C'est-à-dire tout ce qui produit l'information qui va nous permettre d'avoir une opinion éclairée. Donc, et ça, il faut l'écrire. Et c'est pas long, ça prend 4 lignes. Hein, et il faut y réfléchir. Peut-être que Schwartz a exagéré, on va peut-être l'amender, le modifier, d'accord. Mais c'est un chantier. Il suffit pas de dire, nous voulons être à l'initiative des lois qui nous semblent importantes, et nous voulons les voter nous-mêmes, c'est déjà essentiel. Nous voulons instituer tout ça nous-mêmes, c'est déjà essentiel. Mais là-dedans, il faut absolument inclure une règle, un nettoyage des écuries d'Augias en matière de médias. Il y a aucune raison de laisser à des richards la possibilité d'acheter les médias. Rien. C'est totalement contraire à l'intérêt général, c'est contraire au bien commun. Il n'y a pas de raison. Il y aurait une autre façon de protéger les journalistes, c'est de les protéger comme nous protégeons nos juges. Nos juges, tu sais que nos juges sont payés, c'est nous, les citoyens, qui payons les juges. Nous avons besoin de juges indépendants. C'est le même problème, médias et juges. Nous avons besoin de juges indépendants. Et nous ne voulons pas que ce soit les riches qui payent les juges. Donc nous les payons, nous, pour qu'ils ne soient pas achetés par les riches. Et on les paye, on les forme, il y a l'école, et on les protège contre les influences de l'État. L'exécutif, le législatif ne peuvent en aucun cas aller mettre leur nez dans les décisions qui sont prises par les juges. C'est pareil pour les journalistes. Nous devrions protéger nos journalistes comme nous protégeons nos juges. C'est une autre façon d'en faire un service public avec une indépendance, avec une possibilité de diversité d'opinion qui serait protégée par l'État. Voilà, je pense, une proposition révolutionnaire qui il ne tient qu'à nous d'écrire. Nous ouvrira, à mon avis, un autre débat sur l'information qu'on pourra tenir, qui ne fera pas que des amis dans le monde des médias, mais bon, ça... Mais les journalistes devraient être très intéressés par ça. Je vois l'heure qui tourne énormément. Je vais encore passer une ou deux petites images très sympas qui vont apporter un peu d'humour dans toutes ces choses dramatiques et qui vont en même temps donner, je crois, une note d'espoir, avec une première ici que je lis. Désolé pour le dérangement, nous essayons de changer le monde. Et puis, cette belle phrase aussi de Victor Hugo, aucune armée ne peut arrêter une idée lorsque le temps est venu. Et sans doute ce message d'espoir en forme de clin d'œil, merde, ça risque de durer, ils forment des apprentis, les gamins en gilet jaune. Voilà, je pense que ça a été extrêmement stimulant d'avoir Étienne avec nous. Il a encore énormément à dire, ça je peux vous garantir qu'on va encore causer toute l'après-midi sur tout ça. On va recevoir Jean, on va recevoir Nous avons ici, si vous avez envie de réagir, de poser des questions, voici une adresse où Étienne reçoit les remarques, les critiques, les objections. Il est débordé, il ne vous répondra pas tout de suite, mais il le lit, ça je peux garantir. Oui. Je voudrais annoncer 2-3 choses en finale. D'abord, sera le 7 janvier, comme je vous avais annoncé. Le 7 janvier, je vais faire un truc un peu spécial. Ce sera pas vu à la télé, c'est-à-dire toute une série d'informations qui sont pas passées dans vos médias et qui sont pourtant très importantes. Vous pouvez m'en envoyer à l'adresse Michel Midi Investigation pour envoyer vos suggestions, si je retrouve l'adresse, sinon je la mettrai à la fin. Nous traiterons aussi dans de prochains Michel Midi en janvier la question des migrants, où il y a énormément à dire, les mesures de Trump qui se retire de Syrie, qui prend en otage une patronne chinoise et du conflit avec la Chine. Est-ce que ça a un lien avec tout ce que nous avons abordé?
et est-ce que ça nous est un danger pour la situation mondiale. On va, probablement aussi pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de résumer l'expérience de travail de 25 années sur les médias et la désinformation et la question de la guerre dans un prochain Michel Midi. Voilà, nous sommes... je vous rappelle que La chanson sur les gueux. Investigation cherche à engager, est évidemment en faillite financière permanente. Donc on essaye d'engager David pour développer justement la maison d'édition avec les livres que vous verrez bientôt. Nous avons besoin vraiment de votre soutien. Je vous remercie énormément pour cette séance et votre intérêt et vos questions. Ici, vous avez l'adresse michel-midi@investigation.net pour nous écrire. Je vous recommande de vous inscrire à notre newsletter pour être tenu au courant de toutes nos informations. Et pour terminer cela en douceur, mais en même temps dans une note d'espoir et une chanson que j'ai trouvée très très belle, Émouvante. je vous laisse terminer avec la chanson des gueux en hommage aux Gilets jaunes. Les gueux, c'était dans l'histoire les gens qui n'avaient que des guenilles, qui n'avaient plus rien pour s'habiller. Et effectivement, être pauvre, ce n'est pas une raison pour avoir honte, mais une raison pour être en colère et changer le monde. Je vous remercie, je remercie Étienne. À bientôt. Dans leurs gilets jaunes fripés, ils s'en allaient manifester dans le petit matin frileux. Les gueux, ils sortaient tous les jours de la semaine pour crier la coupe est pleine. Ils se battaient pour qu'on vive mieux. Les gueux, ils luttaient contre la misère. Il était plus question de se taire. Ils ne demandaient pas le paradis, juste être compris. Dans leurs gilets jaunes fripés, pacifistes mais déterminés, ils bloquaient fermement les lieux. Les gueux, le soir ils maintenaient le blocage sur les ronds-points et au péage. Ils voulaient plus baisser les yeux. Les gueux, y a jamais eu autant de personnes pour réclamer que démissionnent tous ces politiciens véreux. Des gueux, dans leurs gilets jaunes fripés, portant la France des oubliés, enfin on les voyait un peu. Les gueux, ensemble ils chantaient des chansons, tout y passait bourgeois patron, le refrain Macron démission, à plein poumon. Ils veulent plus de BFM TV, de tous ces médias enchaînés qui sèment la peur, la division. C'est leur mission, dire qu'ils ont passé des années à payer toujours sans broncher. Il était temps d'ouvrir les yeux. Les deux, t'aurais pu si t'étais malin calmer la colère et la faim de ceux qu'avance le ventre creux. Les gueux, mais tu es tellement méprisant, tu n'as pas le cœur assez grand pour y loger tous ces gens-là. Voilà, en pensant à tout ça, je me dis vivement la vraie démocratie. Ils ne marcheront plus d'ici là.